Alors, eh bien, c'est parti pour cette première table ronde. Donc, démarche responsabilité sociétale des entreprises, partage d'expérience, pourquoi, comment s'engager. Donc, bienvenue à Priscille, que vous avez donc rencontrée tout à l'heure. Et puis, j'ai donc également à mes côtés Pauline Tesson, qui est donc directrice des relations humaines au sein du groupe Tesson. Alors, pour commencer, je vous propose qu'on les écoute. Et puis, on gardera un petit temps d'échange à la fin. Donc, si vous avez des questions, mettez-les de côté. Et puis, on vous proposera de les poser à la fin de la table ronde. Avant de démarrer, est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter un peu votre parcours au sein de ce groupe Tesson ? Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai commencé ma vie professionnelle à l'extérieur du groupe très rapidement. J'ai eu une autre expérience très très différente dans l'aéronaval. Ça n'a pas duré très longtemps. Et puis ensuite, j'ai intégré le groupe pendant mes études en alternance post-armée, des études de gestion. Et ça m'a permis, en fait, cette arrivée comme ça m'a permis de découvrir l'ensemble des métiers de la holding, donc tous les services administratifs, dès le démarrage, donc le juridique, la compta, le RH, le contrôle de gestion. Donc c'était un parcours d'apprentissage. J'ai eu la chance d'être accompagnée à ce moment-là par un salarié qu'on avait recruté exprès pour me former, un senior, qui m'a accompagnée sur ce parcours d'apprentissage. Il était secrétaire général du groupe pour m'apprendre le métier de la finance et comment au sein d'un groupe on pouvait on gérait cette partie-là. Ça fait 15 ans, un peu plus de 15 ans maintenant que j'ai intégré le groupe Tesson, en découvrant chacun des métiers au fur et à mesure, en prenant de plus en plus de responsabilités, notamment la direction générale de notre filiale digitale il y a 10 ans, que j'ai confiée il y a 5 ans, et aujourd'hui j'ai repris la direction générale de cette activité-là en parallèle de la présidence du groupe. Voilà, et puis direction générale de la holding, puis du groupe, et on a préparé la transmission avec notre père il y a 5 ans, 4-5 ans, et à son départ en retraite il y a 2 ans, j'ai pu prendre la suite de la présidence du groupe. Voilà, donc un parcours assez évolutif dans le temps, en démarrant vraiment tout en bas, et j'avais à cœur de faire ça, de mettre les mains dans le cambouis, de travailler sur le terrain, découvrir les équipes qui m'ont formée et qui m'ont tout appris. J'ai pas mal travaillé et appris par l'expérience. Voilà. Merci. Et vous, Pauline, alors j'insiste sur le terme directrice des relations humaines, voilà, le terme auquel vous tenez. Oui. Alors, moi, comme Priscille, j'ai commencé en alternance, mais alors chez l'Artes, donc la filiale qui fait de la logistique des vins et spiritueux. J'étais chargée de communication, qui était ma formation initiale. Et puis, petit à petit, j'étais plus attirée vers la communication destinée aux salariés. Donc plus dans les relations avec les salariés, aller sur le terrain, discuter avec eux. Et j'ai évolué vers un poste d'assistante RH, puis de responsable RH. Et il y a 1 an et demi, Priscille m'a proposé de rejoindre le groupe au poste de directrice des relations humaines. Donc je m'occupe comme interne, qualité de vie au travail, marque employeur, RSE, tous ces sujets-là. Et en fait, j'essaye de dupliquer quand c'est possible ce qu'on fait dans une des filiales, de le dupliquer dans les autres. Donc voilà, tout ce qui est social. Merci bien. Alors on entre dans le vif du sujet. La RSE, donc c'est l'application en gros des concepts du développement durable dans le champ de l'entreprise, c'est-à-dire l'intégration volontaire des impacts environnementaux, sociaux notamment, dans les activités commerciales de l'entreprise, et aussi en intégrant les parties, l'ensemble, on va dire, des parties prenantes. Ça, c'est la définition de la Commission européenne, pour être très précise. Donc, on l'a dit, c'est un enjeu fort aujourd'hui, c'est prépondérant dans l'actualité. Et d'ailleurs, une récente enquête en fait, de l'IFOP auprès de 1000 salariés du privé révèle qu'en fait, seulement 30% des collaborateurs interrogés savent précisément ce qu'il y a derrière cette notion RSE. 30% connaissent le terme, mais
seulement 30% savent précisément ce que c'est, 30% savent le terme mais pas précisément ce qu'il y a derrière, et on en a quand même 40% qui n'en ont jamais entendu parler. Donc il y a encore clairement du boulot à faire sur le sujet. Donc pour vous, au sein du groupe, qu'est-ce que c'est la RSE? Pour vous, c'est quoi la définition? Où est-ce que ce terme est présent? Depuis quand? Alors, nous, la RSE, en fait, on a ce sentiment partagé que c'est quelque chose qu'on a toujours fait. Au sein d'une entreprise familiale, en fait, c'est une culture particulière, mais qu'on n'a jamais su nommer. En tout cas, on appliquait pas mal de choses, pas mal de concepts, sans forcément le dire, sans forcément le communiquer. C'est voilà, une façon de faire. Et puis, il y a 2 ans, sous l'impulsion aussi de Marie Dave du groupe, on a essayé de se reformer, se sensibiliser à ce qu'était la RSE, c'est quoi les enjeux, avec une problématique qui est récurrente dans les entreprises familiales, c'est comment est-ce que la nouvelle génération, qui elle est très, pas inquiète, mais très sujette à tous ces enjeux-là, comment est-ce qu'on leur donne envie de prendre le relais de l'ancienne génération, parce qu'aujourd'hui on se confronte à 2 générations, une nouvelle qui se dit pourquoi je rentrerai dans cette entreprise, dans l'entreprise de ma famille, alors que le métier ne m'attire pas, le métier ne correspond pas à mes valeurs, etc. Donc voilà, il y a aussi cet enjeu de transformation des entreprises, chose dont j'ai pris conscience fortement il y a 2-3 ans, cumulée avec une sensibilité qui augmentait aussi, de par... je suis mère de famille, j'ai des enfants, j'ai envie de pouvoir leur offrir le meilleur pour demain. Donc on s'est formés, on a essayé de sensibiliser un maximum de collaborateurs. Avec Marie, on a eu la chance de faire le parcours de la Convention des entreprises pour le climat, pour la région Ouest. Un parcours très engageant sur 9 mois qui nous permet de travailler sur une stratégie, un cap 2030, revoir notre feuille de route, la feuille de route de l'ensemble du groupe. À l'intérieur de ce parcours, il y a forcément beaucoup d'informations, beaucoup de conférences extrêmement intéressantes. Et puis c'est également de l'engagement de notre part sur différents réseaux, événements qui nous permettent aujourd'hui de bien mesurer notre impact, bien mesurer les enjeux. Donc on a décidé au sein de notre feuille de route de démarrer avec établir un point zéro. Où est-ce qu'on en est? Donc faire un bilan carbone pour l'ensemble du groupe. Voilà. Non pas qu'on veut s'arrêter au bilan carbone, parce que ce n'est pas le seul sujet, mais c'est au moins quelque chose qui est aujourd'hui suffisamment vulgarisé pour que tout le monde comprenne à peu près, puis c'est facilement mesurable. C'est plus facile que parler d'impact biodive, que parler impact eau, à aujourd'hui en tout cas, avec les outils qu'on a. Et donc je cherchais un moyen faire avancer le groupe avec quelque chose qui soit suffisamment concret pour embarquer de l'actionnaire jusqu'au collaborateur, avec des sensibilités qui sont plus ou moins fortes sur ces sujets-là, mais qu'on donne un sens à tout ça. Vous avez créé un comité RSE également? Également, oui, parce que c'est important que ces sujets-là ne soient pas portés que par la direction. À mon sens, il faut que ça soit l'ensemble de nos parties prenantes qui prennent part à cette aventure-là. Donc ce comité RSE, groupe, on a sollicité des collaborateurs de l'ensemble du groupe, quelle que soit leur fonction, leur position, etc., pour nous aider à réfléchir à notre stratégie, pour que nous ayons des actions qui soient harmonisées, mais également des choses très concrètes sur le terrain. D'où l'importance d'avoir l'ensemble du groupe, que ce soit Dartes, Inlog, Tesson, Free Energy. Tout le monde participe à ces réunions et donne des idées pour qu'on fasse avancer les choses. Pauline, je crois que vous avez réalisé vous-même une enquête au sein du groupe. Oui, on a fait justement, on en parlait tout à l'heure avec l'enquête IFOP, c'est que c'est important aussi de mesurer la sensibilité de chacun à ces sujets-là. Alors pas pour attendre que tout le monde soit déjà convaincu pour avancer, mais plutôt pour se dire quel discours on va adopter auprès d'eux. Est-ce que les gens ont besoin... Bon, on va pas du tout dire... Non, peut-être juste dire les écarts aussi. Oui, mais alors... Là, c'est pas évident. C'est pas lisible, il faut se mettre au bout. En fait, cette enquête, on l'a fait au démarrage aussi, au moment où on a pris la décision de créer ce comité RSE. C'est notre point zéro, c'est quoi? C'est aussi quel est l'état d'esprit de nos collaborateurs au moment où on démarre.
Et l'objectif, il est de mesurer l'évolution dans le temps. Est-ce que notre façon de communiquer, l'idée, c'est surtout pas de faire du greenwashing. Au contraire, justement, c'est de mesurer est-ce qu'on a un impact auprès de nos collaborateurs au quotidien et comment est-ce qu'il évolue dans le temps. Et en plus de voir s'il y a des attentes vis-à-vis des collaborateurs, savoir s'ils ont envie. Et puis, ça a été l'occasion à ce moment-là de savoir qui était volontaire pour intégrer le comité RSE. Parce que ça s'est fait comme ça. En fait, on a demandé s'il y en a qui souhaitaient intégrer le comité RSE. Et bon, c'est vrai que ça donc peut nous, nous ici, servir on est très près, on ne voit pas forcément tout ce qui est décrit. Mais les écarts, le plus 20% à était chaque intéressant. fois, en fait, on compare d'une année à l'autre. Ce qui nous permet de voir si nos actions ont eu un impact. Alors il y aura nos actions, mais il y a aussi juste la société où on a plus d'informations, on est plus sensibilisé. Donc il n'y a pas que ça qui a un impact dessus. Il y a une question du type sur quels médias est-ce que vous vous renseignez, comment est-ce que vous vous informez, comment est-ce que vous apprenez, est-ce que c'est par le biais des réseaux sociaux, les journaux, la presse, est-ce que c'est par la télé ou est-ce que c'est par Internet tout simplement. Voilà, pour qu'on ajuste aussi nos canaux d'information à ce qui est attendu par les collaborateurs. L'idée derrière tout ça, c'est de se dire, nous, notre entreprise, on a 400 collaborateurs, donc on a la capacité de sensibiliser 400 familles. Et dans ces 400 familles, il y a plusieurs membres au sein de ces familles. Et donc, on peut démultiplier la sensibilité de chacun sur ces enjeux de préservation de l'environnement et des enjeux environnementaux. Oui, Mickaël. Je peux revenir sur ce que tu dis parce qu'il y a une chose qui est importante, c'est que les générations qui nous suivent n'ont pas la même sensibilité que vos générations à nous ou celles qui nous ont précédées, qui sont beaucoup plus informatiques. Bien entendu. Super. Merci, Karine. Ouais, Trop forte. Alors, je vais vous. Est-ce que vous lisez demain ou pas? Non. Ok. Même de Donc, De près, on voit rien. Mais... alors moi de près, je vois que je ne vois rien. Mais donc on a ici, c'est 71% se déclarent engagés dans un certain nombre d'actions touchant au développement durable. Ici, on a 8 salariés sur 10 jugent que l'engagement RSE de son entreprise est incontournable ou un plus. Donc vraiment, c'est difficile de passer à côté. Et en plus, c'est une donnée qui a augmenté de 20% par rapport à l'année d'avant. Ensuite, 6 salariés sur 10 ont besoin d'actions concrètes à mener pour agir davantage sur la RSE. 65% des salariés disent avoir besoin de plus de moyens pour agir davantage sur la RSE. 9% disent ne pas savoir en quoi consiste la RSE. Donc on est en dessous des chiffres de l'IFOP. Oui, mais après c'est vrai que quand on creuse un peu et qu'on demande une définition détaillée, ça coince un peu quand même. Oui. Mais même dans le comité RSE... On reste en dessous des 40%. Non, clairement. Et 80% jugent que la RSE est soit utile, soit indispensable. Et 70% disent connaître le niveau d'engagement de leur entreprise en matière de RSE. Ça a augmenté de 19%. Et c'est vrai que j'avais des témoignages avant, moi, auprès des salariés qui ne savaient pas du tout ce qu'on faisait et n'arrivaient pas à savoir si c'était vrai ou pas l'engagement. Mais je pense que maintenant, ils ont compris. Et puis nous, on se structure sur ces sujets-là, actuellement. Très très bien, très intéressant. Merci. Tout à l'heure, peut-être juste un mot sur... vous disiez, on ne peut pas attendre que tout le monde soit convaincu. Oui, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui divise un peu. Je ne sais pas si dans votre entourage vous le ressentez, mais personne n'a le même niveau de sensibilité. Et même quand on se sent sensible sur le sujet, il y a quelqu'un qui est plus sensible. Et parfois, on est aussi impressionné de voir comme il y en a qui s'en foutent encore. Donc on ne peut pas attendre d'être tous au même niveau pour avancer. Donc voilà, ce qui va être important, c'est vraiment d'adapter son discours à la personne qu'on a en face. Il y en a qui vont être intéressés par le fait qu'il y ait des gains financiers en fait, à s'engager dans une démarche RSE, le fait qu'on va être taxé demain sur ces sujets-là, donc on a intérêt de se bouger parce que sinon on va devoir payer plus. Mais il y en a, ça va être vraiment une conviction profonde. Donc en fait, peu importe la raison pour laquelle les gens sont convaincus d'y aller, il faut y aller. Donc, mais c'est toujours essayer de s'ajuster aux personnes qu'on a en face de nous. Moi, c'est mon avis. D'où l'importance d'avoir la communication qui accompagne la démarche.
et non pas de la communication qui devance la démarche pour pas tomber dans les travers du greenwashing où on risque de décevoir finalement nos collaborateurs, parce qu'il faut que ça soit palpable pour eux. Et c'est pour ça qu'au sein du comité RSE, on a le service communication qui est impliqué. Parce qu'il faut savoir en parler pour ne pas lasser non plus ou ne pas laisser penser qu'on n'agit pas ou qu'on ne fait rien. Donc c'est important de trouver toujours le juste milieu. On n'est pas parfait, on essaye. Aujourd'hui, on expérimente beaucoup de choses et voilà, donc on tâtonne nous aussi. On est dans le début de notre démarche, donc voilà. On a parlé tout à l'heure de la notion de partie prenante. Donc tous ceux qui vont interagir avec l'entreprise ou qui vont être impactés finalement par ces activités. Donc les collaborateurs, bien sûr, on les a cités, les fournisseurs ou les partenaires, peut-être des gens sur le territoire qui sont aussi des parties prenantes. Comment on fait pour les embarquer dans cette démarche ? Alors ça fait partie aussi des apprentissages de notre parcours de la Convention de l'entreprise pour le climat, où on a pas mal évoqué les sujets de parties prenantes et comment on embarque notre environnement avec nous. Et le point indispensable, ne pas perdre de vue, c'est que sans le collectif, on n'arrive pas. En fait, on peut avoir un impact pour nous-mêmes, mais ce n'est pas suffisant. On sait qu'on ne serait qu'une goutte d'eau, et l'addition des gouttes d'eau, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant non plus. Et donc, créer des collectifs, créer des collaborations, c'est indispensable pour avoir un impact fort, que ce soit en termes environnemental, bien sûr, mais sociétal aussi. On ne peut pas faire seul. On ne peut pas faire seul sur notre territoire, on ne peut pas faire seul dans nos entrepôts, dans nos zones industrielles. Il faut toujours essayer de créer du lien pour s'enrichir des expériences des uns et des autres, d'où cet événement également qu'on a souhaité organiser. Mais aussi, donc les parties prenantes, ce n'est pas que tous ceux qui interagissent avec nous, c'est aussi ceux qui sont en proximité avec nous. Alors nous, on est Vendéens pure souche, donc créer du lien avec nos voisins, c'est une évidence. N'allons pas chercher la compétence à l'autre bout de la France, il y en a juste à côté. Voilà, ça on sait faire et c'est hyper important de savoir parler et de découvrir tous ceux qui nous entourent sans avoir peur de la collaboration, avec une peur de concurrence qui ne serait pas saine à ce moment-là, mais ouvrir nos portes, faire découvrir quels sont nos métiers, comment on travaille, pour aller découvrir ce que font les autres et s'enrichir de leur expérience pour, comme je le disais, avoir cet impact qui soit démultiplié, d'où l'importance d'engager les parties prenantes. Et puis c'est vrai que alors, quand on réalise son bilan carbone, on s'aperçoit que il y a une notion de scope, je ne sais pas si tout le monde maîtrise ces sujets-là, mais il y a ce qu'on produit, ce qu'on émet, mais il y a aussi des choses sur lesquelles on n'a pas d'impact. Ça va être les transports que vont commanditer nos clients, ça va être la façon dont les palettes vont être construites. Et donc, nous, on n'aura pas d'impact dessus, on ne peut pas trouver une solution puisque ça se fait en amont ou en aval. Et d'où l'importance en fait de discuter avec ces parties prenantes, c'est que nous, on peut peut-être aider à trouver des solutions, ou plutôt sensibiliser sur le fait que ça pollue et qu'on cherche en fait nous des solutions pour réduire nos émissions, nos impacts. Et en fait, si en se mettant tous autour de la table, on évoque ces sujets-là, et ensemble, on va pouvoir agir plus et plus loin. Dans la préparation, vous aviez cité notamment les déchets de caisse bois. Oui. C'était un exemple intéressant. Oui, effectivement. Chez Dartest, la filiale qui fait de la logistique des vins et spiritueux, on reçoit le vin en caisse bois. Et souvent, il faut qu'on sorte ces bouteilles des caisses bois pour les mettre ensuite dans des cartons puisque ça part en vente e-commerce. Et donc on jette des caisses bois tous les jours, on a des bennes entières et on sait aujourd'hui que les gens sont très intéressés par les caisses bois parce que c'est des éléments déco, il y aurait plein de moyens de les recycler. Aujourd'hui on ne peut pas parce qu'elles ne nous appartiennent pas. En fait nous on stocke juste les caisses et donc on peut pas les revendre, on ne peut pas se faire un business dessus. Et puis en plus
il y a sur la caisse bois, il y a le nom du château, et puis donc si c'est utilisé pour des... Alors certains ont cité des objets de déco moches, ça pourrait dévaloriser le produit. Mais donc aujourd'hui on cherche une solution qui pourrait nous éviter de jeter ces caisses bois, mais on n'a pas la solution de nous puisque on est juste au centre du circuit, quoi. Donc c'est pour ça que c'est important de trouver un acteur qui saurait quoi faire de ces caisses bois. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a des acteurs, notamment dans le recyclage, la consigne des bouteilles de verre. Voilà, on sait qu'il y a des marchés, il y a des filières qui, au fur et à mesure du temps, se développent sur ces sujets-là. Donc, aujourd'hui, on n'a pas la solution pour la caisse bois parce qu'on n'a pas trouvé le bon contact, peut-être, mais peut-être qu'il arrivera demain. Donc, si vous avez des contacts sur la recyclerie des mais il y a caisses bois, une petite idée quand même, c'est que dans la grande distribution, maintenant, ils font de plus en plus d'étalage avec en bois, et donc ça pourrait servir par exemple pour les rayons fruits et légumes. On ne sait pas si quelqu'un est intéressé. Si un petit appel. Idées, on prend. Bon, très bien. Je vous citais tout à l'heure l'enquête IFOP. Pour les personnes interrogées, les relations et les conditions de travail en fait font aussi partie de ce terme RSE. Est-ce que vous avez déjà engagé des actions? Vous citiez déjà tout à l'heure un comité qualité de vie au travail. Oui, en fait, qui a été créé chez Dartès. J'ai passé 10 ans chez Dartès, donc j'ai fait plus de choses chez Dartès pour l'instant. Mais donc un comité qualité de vie au travail qui s'appelle La Ruche, où on fait plusieurs actions tout au long de l'année. Il y a un planning. L'objectif, c'est d'améliorer la qualité de vie et les conditions de travail. C'est pareil que pour le comité RSE, on a créé une enquête auprès de tous les salariés pour mesurer la qualité de vie au travail. On pose des questions sur un peu tous les sujets, sur le contenu du travail, les efforts physiques, l'équilibre vie privée et vie professionnelle. Et on essaie de réaliser cette enquête tous les 2 ans pour mesurer l'évolution, peut-être identifier, il y a 15 entrepôts à peu près. Et donc identifier s'il y a un entrepôt sur lequel ça se passe pas bien, c'est beaucoup plus facile de le faire via une enquête anonyme, les gens se livrent plus. Et voilà, ça permet aussi de bien connaître ses salariés et pouvoir mettre des actions qui correspondent à des attentes. Parce qu'on s'aperçoit que nous, on a l'impression, on a envie de mettre des choses en place, on se dit ça va être super, ils vont adorer, puis en fait ça ne correspond pas du tout à leurs besoins. Et en passant par une enquête, on est sûr qu'on tape juste en fait. Donc cet exemple de comité qualité de vie au travail, oui. Chez Dartès, je crois qu'il a été dupliqué, ouais. Et ça fait partie des choses que vous voulez comme ça expérimenter. C'est aussi pour ça que j'ai demandé à Pauline de remonter d'un cran au sein du groupe, c'est parce que quand on fait des choses bien quelque part, l'objectif, c'est aussi qu'on arrive à le dupliquer à l'intérieur du groupe. Et donc, Pauline a développé la ruche également sur le site des Sables, qui regroupe les autres sociétés, en fait. Et on est toujours en essayant d'embarquer les collaborateurs dans l'organisation, parce que ça ne peut pas être que à la main, toujours du management. Enfin, en tout cas, on pense que c'est important que chacun prenne sa part. Mais ça passe par une semaine complète où on travaille des ateliers, où on a fait venir, un coach pour essayer de mieux connaître comment est-ce qu'on va essayer d'apporter des notions de réflexion personnelle, de comment est-ce qu'on travaille le mental, l'alimentation, faire du sport. Mais c'est aussi penser gestes et postures, c'est aussi penser quels sont les équipements qu'il faut. Il ne faut pas qu'on s'arrête qu'à l'équipement en fait, parce que c'est pas suffisant. Les personnes, c'est une entièreté, il y a le mental qui est associé, et on reste persuadé que c'est le tout qui fait que on peut essayer d'améliorer tout ça sans pour autant faire la place des salariés. Et puis vraiment, on essaye de toucher à toutes les thématiques quand on parle de qualité de vie au travail, parce que souvent, ça a une connotation un petit peu fun. Mais on essaie d'avoir toujours des activités qui sont liées au métier, le travail, le collaboratif. Alors évidemment, la convivialité et de rigueur, puisque sinon, c'est comme ça aussi qu'on travaille dans de bonnes conditions. Mais voilà, sensibiliser aussi
l'idée à la base de la qualité de vie au travail, c'était responsabiliser aussi les gens sur leur propre qualité de vie au travail. En fait, qu'ils se sentent acteurs et qu'ils cherchent des solutions pour améliorer leur quotidien. Donc c'est là-dessus qu'ils sont sollicités aussi. Très bien. Ouais. Autre sujet de la RSE, l'environnement. Et notamment le changement climatique. Dans cette fameuse enquête que je citais, 84% des personnes intéressées se déclarent inquiets et ils placent les entreprises comme deuxième acteur majeur derrière l'État. Et d'ailleurs, dans votre enquête, alors je ne sais pas si on le voit ici, j'avais relevé que 7 salariés sur 10 pensent que le groupe Tesson pourrait encore optimiser l'empreinte écologique de ces sites. Donc on voit que c'est vraiment une préoccupation. On parlait du bilan carbone déjà tout à l'heure, et je crois qu'il y a un autre sujet qui vous tient à cœur, justement, c'est plutôt la biodiversité. La biodive, en effet, parce que, alors comme je disais tout à l'heure, le carbone, c'est l'élément facilement mesurable, mais on ne peut pas s'arrêter à ça. Notre impact, notamment de par nos entrepôts, il est plus large, et notamment sur la biodive. Un des moyens qu'on a trouvé, c'était aussi d'aller s'ancrer sur notre territoire pour essayer de le préserver. C'est l'origine du projet des Salines, donc le rachat par l'intégration du parc des Salines au sein du groupe. C'est un lieu de proximité sur lequel les collaborateurs vont pouvoir visiter, s'imprégner du lieu pour être sensibilisés à cette préservation de l'environnement, de la biodive. Et le parc des Salines, c'est un excellent moyen pour démontrer qu'on n'est pas obligé de détruire pour produire. D'où la production de sel comme étant cet outil de sensibilisation. Il faut prendre soin de son environnement. Si on veut produire du sel, il faut prendre soin de l'environnement, l'entretenir, mais on ne détruit pas pour cette production-là. Et puis, on a découvert, dans le cadre de cette reprise de projet, que les marais salants, c'était des excellents puits de carbone. C'est ce qu'on appelle le carbone bleu. Alors, Rupture connaît bien ce sujet-là. Et le groupe, du coup, par ce biais-là, s'est engagé dans cette démarche pour développer les connaissances du carbone bleu. Donc le carbone bleu, c'est la captation par les marais salants du carbone dans l'environnement. Et il séquestre le carbone de par la sédimentation, et c'est pas juste une captation. Là, on séquestre pour des milliers d'années le carbone, à condition de ne pas faire n'importe quoi avec ces marais, de ne pas les racler n'importe comment. Et d'où l'importance d'être ouvert au grand public, de développer cette étude-là. Donc on s'est rapproché de l'université de La Rochelle, de l'Ifremer. On a créé une association qui s'appelle l'association Carbone Bleu des Marais, dont fait partie les Salines, pour être terrain d'étude sur ce sujet-là. Et il faut savoir qu'au Sable, on a plus de 400 propriétaires particuliers de marais salants. Si ces 400 propriétaires... Oui, c'est un grand territoire de marais salants. Et si ces 400 propriétaires de marais prenaient soin de leurs marais comme attendu pour pouvoir capter au maximum, on pourrait limiter l'impact de l'activité touristique de la ville des Sables sur l'environnement. Mais pour ça, il faut qu'ils connaissent. Il faut qu'on les aide à prendre connaissance de ces sujets-là. On les aide à connaître le carbone. On a évoqué tout à l'heure le bilan carbone. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà des actions précises ou est-ce que c'est en construction ? Alors, c'est en construction. On a listé des actions précises. Finalement, si, on agit quand même déjà aujourd'hui, mais comme on le disait, c'est des choses qu'on faisait déjà et qu'on poursuit. Là, alors il y a le comité RSE groupe et puis après on a créé des petites antennes en fonction des filiales parce que pour aller aussi plus vite, on réunit les gens concernés d'Artès se réunissent une fois par mois pour avancer en fait suite aux résultats du bilan carbone. Et c'est vrai que quand on commence, c'est un petit peu difficile de savoir où on va, comment on le fait, comment on se structure, quel plan. Il y en a qui veulent aller tout de suite dans le concret, mettre des actions en place. Il y en a qui ont envie plus de faire une stratégie, écrire des missions, des objectifs. Et puis finalement, peut-être que ce qui marche, c'est de faire les deux. C'est ce que je suis en train de comprendre. Pour la partie stratégie et rédaction un peu des missions,
On choisit aussi, nous, de se faire accompagner parce que ça ne s'invente pas non plus. Et puis, on apprend au fur et à mesure que se fixer des objectifs, c'est bien, mais à partir de quoi ? Qui est-ce qui nous aide à se fixer des objectifs ? Ce qui nous a été préconisé, c'est des objectifs basés sur la science. Et avec des objectifs moins 2 degrés pour les scopes 1 et 2, moins 1,5 degré pour scope 1. Donc là, c'est vraiment très concret. Et ça nous guide. Après, c'est vrai que ceux qui sont sur le terrain, eux, ils ont envie d'avoir du résultat. Et là, on va agir déjà sur comment réduire nos consommations d'énergie. Chez Dartès, là, il y a eu beaucoup de relamping. Donc changer tout l'éclairage, mettre des LED. On s'aperçoit qu'on a une grosse consommation d'eau. Comment on identifie aujourd'hui où part cette eau parce qu'elle est anormale en fait. Après, il y a le traitement des eaux usées. En fait, il y a plein de sujets sur lesquels on est déjà. Mais maintenant, pour pouvoir mesurer en fait, notre impact, il faut se fixer des objectifs et les calculer d'année en année. Donc on en est là. On trouve tout juste notre fonctionnement, donc je ne peux pas prétendre qu'on a déjà bien avancé, mais je dirais que c'est quand même une des plus grosses étapes. Donc maintenant, c'est censé rouler. Autre thématique importante, centrale, même une des questions centrales de la RSE, c'est la gouvernance. Est-ce que vous avez mené des actions sur ce sujet-là ? On parlait de la transmission entre générations notamment. Exactement. Alors ça fait partie des sujets qu'on a traités en préparation du départ en retraite de notre père il y a 2 ans. Et on a transformé la gouvernance du groupe pour permettre ce passage de relais, on va dire en douceur. Et surtout aussi, comment est-ce qu'on va créer du lien de l'actionnaire jusqu'au collaborateur ? Parce que l'entreprise, c'est quoi ? C'est le lieu commun pour tout le monde. Donc la gouvernance, on a revu les statuts, on a revu beaucoup de choses. Et puis un point important pour rejoindre le sujet de la transmission, c'est qu'on a mis, nous, en place une bourse familiale pour rendre nos actions liquides et faciliter la transmission d'une génération à l'autre avec une mesure de la valeur de l'action une fois par an. Et on propose à tous les descendants du fondateur, d'où le fait que l'on soit beaucoup d'actionnaires, de prendre ou pas part dans l'entreprise sur la base de cette valeur-là qui est déterminée, c'est une règle entre nous. Vous aurez compris, on est 50 actionnaires, mais que membres de la famille. Plusieurs branches de la famille sont représentées parce que mon arrière-grand-père a eu 12 enfants, eux-mêmes ont eu beaucoup d'enfants, donc je ne compte pas le nombre de descendants. Finalement, on est peu d'actionnaires comparé au nombre de descendants, petite proportion, mais bon, on en est là. Et jusqu'à il y a encore 5 ans, l'actionnariat il était détenu par héritage, pour beaucoup. Et nous, on avait cette volonté de transformer ça pour que chacun des actionnaires le soit de manière volontaire. Chacun a pris la décision d'être actionnaire. Et au sein de notre bourse familiale, on a des règles de priorité pour la nouvelle génération est prioritaire pour acheter et l'ancienne génération est prioritaire pour vendre. Tout simplement, on a nos propres règles de gestion. On s'est fait accompagner par quelqu'un de l'extérieur pour nous aider à créer ça. Alors c'est quasiment 1 an et demi de travail parce qu'il fallait que tout le monde soit, que les règles soient justes, qu'on soit opérationnel comme on l'est nous, ou qu'on ne le soit pas, qu'on soit très proche dans les branches des derniers dirigeants, ou qu'on ne le soit pas, il fallait que ça soit juste. Donc voilà, donc c'est tout un système donc, de manière plus large. Aussi, donc il y a l'actionnariat, la question de l'actionnariat, la notion de gouvernance, comme je le disais, créer du lien de l'actionnaire au collaborateur pour ce projet commun qui est l'entreprise. Je crois que pour faciliter ça aussi, dans le domaine de la communication, vous avez une idée peut-être plus originale de création d'une BD. Oui. Alors, c'est pas moi qui l'ai eu, c'est Priscille, mais en fait, alors... Aujourd'hui, on fait partie du FBM, c'est un réseau d'entreprises familiales international. Et on se regroupe de temps en temps pour évoquer des sujets, en fait, comprendre nos enjeux en tant qu'entreprise familiale. Et il y a toujours cette notion de transmission qui est abordée.
Et donc il y a un partage un peu d'expérience sur qui fait quoi pour transmettre un petit peu l'histoire du groupe, sensibiliser aux activités du groupe. Et donc Priscille a eu cette idée, je ne sais pas si c'était à ce moment-là, suite à ou comme ça. Oui, c'est simplement. ça. Mais en fait, on s'est dit, ça nous a dit, ce réseau nous a incité à nous poser la question de comment on transmet, comment on fait connaître. Et donc il y a cette histoire de BD où on pourrait faire 4 tomes aujourd'hui, un par génération, donc notre arrière-grand-père, notre grand-père, notre père, et Priscille aura probablement son numéro, aura son numéro, si on arrive au bout du sujet. Mais voilà, en fait, c'est un moyen ludique qui serait à destination de la famille, mais aussi des salariés, parce que quand on est salarié d'une entreprise familiale, c'est important de connaître l'histoire du groupe. Donc il y a cette idée-là. Après, il y a aussi, tout simplement, avant d'aller jusqu'à la BD, il y a... Aujourd'hui, on a des journaux internes dans les filiales, on a des newsletters, des rapports d'activité. Et si déjà on l'envoie à tous les actionnaires, ça leur permettrait de connaître en fait, les actualités, de comprendre ce qui se fait dans le groupe. C'est un bon moyen de communication. Pour revenir à cette histoire de BD, c'est aussi dire si j'ai envie que la nouvelle génération de la famille s'implique dans l'entreprise, il faut qu'elle la connaisse. Et c'est pas par le biais des rapports de gestion des AG que ça marche. C'est pas très ludique. Et donc, c'est pas multicapital en plus. Donc ça c'est peut-être juste après. Mais voilà. Et donc comment est-ce que je fais en sorte que les uns et les autres s'intéressent à l'entreprise? Et c'est un objet commun qu'on peut partager. Dans cette entreprise, on a une culture qui est particulière, elle est propre à la famille. On ne sait pas l'expliquer, avec des mots, mais elle s'explique par l'histoire. Et donc, pour que les uns et les autres s'intègrent dans l'entreprise de manière facile, de manière plus facile, c'est aussi un moyen, je ne sais pas si ça sera la solution, mais en tout cas, c'est un moyen sur lequel on commence à travailler. Quels sont les prochains chantiers qui vous tiennent particulièrement à cœur? Alors, je vais vous demander d'être synthétique parce que on n'a plus beaucoup de temps. Moi, je dirais que d'abord, il y a la réussite de ce comité RSE, en fait, qu'on arrive à être proactif et qu'on trouve un mode de fonctionnement efficace. Et puis moi, comme je suis très branchée sociale, j'aimerais bien... un des projets que j'ai en cours, c'est de faciliter, en fait... pour les salariés, l'accès à... en fait, en tant que salarié, on peut bénéficier de plein d'aides, que ce soit pour trouver un logement, vis-à-vis de la mutuelle qui propose des services en cas de difficultés personnelles. Et aujourd'hui, c'est très méconnu. Alors, il y a des salariés qui en auraient vraiment besoin, mais qui ne savent pas que ça existe. Et donc, nous, notre rôle en tant qu'employeur, c'est de porter à leur connaissance tous ces éléments dont ils peuvent bénéficier. Et donc, ça serait de répertorier en fait auprès des mutuelles, des prévoyances, des logements, comme Action Logement, toutes ces aides et de le communiquer à chacun. Et de les aider un peu dans leur démarche s'il y a besoin. Voilà, bon. C'est un rôle de facilitateur. Facilitateur, oui. Pas médiateur, facilitateur, vraiment. Priscille? Moi, c'est vraiment ce sujet de transmission. Moi, je sais que je ne suis que de passage et ça me va très bien. Je ne sais pas pour combien de temps, mais voilà. Et comment est-ce que j'engage cette nouvelle génération? Moi, c'est ça qui me tient à cœur. Comment je leur donne envie de s'engager dans cette aventure, parce que de manière plus large que l'entreprise. Comme je le disais tout à l'heure, Julia, les entreprises sont considérées comme le deuxième acteur, mais il ne faut pas qu'on tombe dans le triangle de l'inaction non plus, entre l'État, les entreprises et chacun d'entre nous. Comment est-ce qu'on fait pour que chacun prenne sa part et voilà, et sans que ça soit une contrainte. Et d'où l'importance du cap 2030 qu'on s'est fixé, que je nous ai fixé, par le travail sur le parcours de la CEC Ouest. Comment est-ce que le groupe Tesson facilite et va permettre de transmettre aux nouvelles générations un monde plus exaltant. J'aime bien ce terme parce qu'il y a une question de joie, il y a une question de plaisir, comment on donne envie. Voilà. Après, on a plein de leviers et comment est-ce qu'aujourd'hui, moi, mon ambition, c'est de travailler sur ces leviers et c'est ça qui me tient à cœur. Vous aviez cité, j'avais bien aimé, donc du coup je me permets de le reprendre, le faire groupe.
J'avais bien aimé Exactement. aussi cette notion-là de vos différentes entités, de dire il y a aussi cet enjeu de faire groupe ensemble pour aller dans cette direction. Oui, bien sûr, parce qu'on a des activités qui sont tellement différentes les unes des autres, mais en même temps, on est une seule, c'est comme des membres d'une famille, on a tous nos personnalités, on a tous des parcours différents, mais à un moment, on se retrouve et on prend plaisir à se retrouver. Et l'idée, c'est de servir un seul et même objectif, qui pour moi est cette transmission pour demain. Voilà, c'est comment est-ce qu'on avance ensemble en se laissant la liberté aussi d'agir chacun de nos côtés. Et ça, c'est pas simple, c'est un sacré chantier, mais c'est hyper important de faire groupe. Super. Voilà. Un dernier conseil peut-être aux entreprises qui voudraient s'engager dans cette démarche, Pauline? Moi, je dirais que c'est important quand même de se faire accompagner. Aujourd'hui, il y a eu la CEC, il y a eu Openland qui nous a accompagnés aussi sur les bilans carbone, demain sur la stratégie acte pas à pas. Et c'est vrai qu'on est, comme je le disais au tout début, on est confronté à des divergences d'avis sur ces sujets-là. Et si on n'a pas un socle qui nous dit faut aller par là et vous prenez la bonne route, c'est facile de se décourager parfois et se dire que c'est peine perdue. Mais là, non, c'est bien d'avoir toujours quelqu'un qui nous motive derrière. C'est mon conseil. Et puis moi, je dirais que c'est y aller pas à pas, pas avoir peur de la stratégie des petits pas. Voilà, se donner la chance d'expérimenter. C'est pas grave de changer de route, de changer de cap à un moment. On a le droit de se planter. On est dans un moment où personne n'a la bonne solution. La bonne solution, on se la trouve pour nous-mêmes. Donc nous, on n'a pas de leçon à donner à qui que ce soit aujourd'hui. Enfin, on ne dit pas, surtout pas faites comme nous, mais plutôt de se dire, alors on peut donner envie. Inspirez-vous de ce que font tout le monde, ce que fait tout le monde, c'est ça qui est important. Et il faut trouver sa solution à soi, celle qui parle à soi à l'instant T, et pas avoir peur de la faire évoluer dans le temps. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous, Julia. Est-ce qu'on prend une question peut-être? Moi j'ai une question. Oui, voilà. Pardon. Merci d'abord parce que c'est hyper intéressant de voir la prise en considération d'enjeux environnementaux et avec des projets nouveaux comme moi je découvre le carbone bleu des marais ou ce problème de la revalorisation des déchets bois. Souvent en tant que chef d'entreprise on doit faire des choix, en fait, des arbitrages entre l'intérêt social et la prise en considération des enjeux environnementaux et sociaux. C'est un peu le cœur du débat de la loi Pacte. Et est-ce que vous êtes retrouvé à devoir faire ces choix, ces arbitrages entre l'entreprise ou le RSE et l'ESG? Alors moi, je reste persuadée que tout ça, on y découvre plein d'opportunités. Donc c'est pas des choses qui s'opposent. Faut juste, il y a forcément des choix à faire. Il faut accepter qu'on donne des priorités plus ou moins fortes. Mais nous, la RSE, moi, ma volonté, c'est la colonne vertébrale de notre stratégie. Donc elle est intégrée dans chacune de nos décisions. C'est comme ça qu'on fait en sorte qu'on ne l'oublie pas. Mais il y a des moments aussi pour tout, et il faut savoir faire attention à préserver, c'est un côté un peu sacralisé. Comment est-ce qu'on fait pour l'intégrer à peu près partout, de manière plus ou moins forte. Mais je reste persuadée, oui, en effet, que ça ne s'oppose pas. Et que dans chacune des actions, des choses qu'on découvre aujourd'hui sur Marie reviendra tout à l'heure avec Rupture, mais sur l'extra-financier, en fait, il y a plein de choses à faire. Travailler le collaboratif, ça nous ouvre des nouvelles portes auxquelles on n'avait pas pensé. Voilà, donc finalement, c'est pas avoir peur de renoncer. C'est aussi ce qu'on a appris pendant le parcours de la CEC. Il faut aussi accepter de renoncer à certaines choses pour découvrir des nouvelles. Même si on est un peu dans le flou parfois. Je pense qu'à peu près toutes les entreprises sont un peu dans le flou dans le contexte actuel. Voilà. Mais on se met des bâtons au bord de la route. C'est un peu ça le principe pour continuer à voir vers où on va. Il faut se déculpabiliser. Il faut se dire que parfois c'est OK. Et puis c'est... On ne sera jamais parfait de toute façon en termes d'environnement ou sociétal. Jamais. Et donc il ne faut pas se fixer cet objectif-là, mais toujours faire au mieux. Et puis il ne faut surtout pas forcer. Ouais. Se convaincre, ça ne marche pas. Est-ce que ça répond à... Oui. Merci. Est-ce qu'on s'arrête là?
fait une petite pause. Moi, je voudrais bien ajouter une petite remarque. C'est l'écho de ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'en fait, c'est notre responsabilité à tous, quel que soit le poste qu'on occupe, salarié, collaborateur, dirigeant, etc. Ces questions, en fait, elles nous concernent tous, à la fois professionnels et privés. Et la question que je voudrais vous poser à tous, c'est est-ce que vous mesurez l'impact de ces questions sur vos salariés, sur les générations qui vous suivent? Alors moi qui suis au contact quand même pas mal de la tech, donc des jeunes gens de la tech dans les écoles, etc. Et des fois ils nous surprennent par les positions, les postures, les prises de décision qu'ils arrivent à faire. Et une boîte pour laquelle ils bossent tout d'un coup qui prend des décisions qui ne sont pas en phase avec leurs valeurs, les jeunes hommes et femmes leur disent mais j'arrête, parce que je vais ailleurs. Et quelque part, alors il ne s'agit pas d'opposer les priorités, on sait bien que les priorités dans l'économique, ça compte. Au bout d'un moment, voilà, c'est aussi le sujet. Mais il faut prendre aussi, quelque part, cette évolution des mentalités, parce qu'en fait, ça nous concerne tous. Si la boîte elle a plus ses forces vives, on est mal. Et donc, ce qui veut dire à un moment donné qu'effectivement, l'action du colibri, ça compte. Et notamment, je pense que sur ces générations, et c'est la question que je souhaite vous poser, comment vous le mesurez? Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez chez vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous percevez? Et le cas échéant, est-ce que vous avez un engagement là-dessus? Je vous lance la question. Moi, j'ai recruté quelqu'un récemment qui était parti d'une entreprise qui travaille dans la RSE. Et du coup, je lui ai posé la question, mais si tu viens chez nous, est-ce qu'à un moment, il n'y a pas le risque que tu sois à nouveau déçu? En fait, ce qu'il m'a dit, et je trouvais ça intéressant comme analyse, ce que les gens craignent, c'est l'incohérence entre un discours et la réalité. À la limite, si on n'affiche pas des ambitions trop hautes, ou si on n'annonce pas des choses fausses, mais qu'on est avec humilité en disant on tâtonne, on essaie de faire ça, on a fait ça, on a réussi ça, on a échoué, derrière les gens ils peuvent comprendre. Voilà. Donc ce côté-là est important de ne pas avoir, ce que tu as dit, du rêve, et d'être assez prudent sur la communication, mais les gens sont prêts à faire la part des choses, je pense. Mais moi je suis surpris, il y a quand même beaucoup de gens qui, alors le contexte de l'emploi est peut-être favorable aujourd'hui, qui démissionnent de situations professionnelles assez agréables et qui vont prendre 6 mois, 12 mois pour trouver une nouvelle position qui convienne à ces convictions. Alors peut-être qu'avec l'évolution du contexte économique, ce genre de situation peut être un peu moins fréquente, mais en tout cas, c'est sûr que notamment dans les villes, à Nantes et à Paris, c'est beaucoup plus fréquent. On voit bien qu'il y a une évolution des valeurs, des référentiels. Et la jeune génération, ça bouge. Peut-être Paul, chez toi, là, tu vois ça comment, non? Enfin, je sais pas. Alors chez nous, sur les petits pas, nous on fait que du numérique et de l'informatique, donc on a un bâtiment qui est très éco-responsable. Les décisions qu'on a prises ensemble collectivement, c'était plus sur la température de la clim l'été et le chauffage l'hiver. On s'est retrouvé un peu à court. On n'a pas porté on travaille avec un grand nombre de clients et ça n'impacte pas la dimension RSE n'impacte pas le choix des clients et ensuite dans la perception des attentes des salariés, on le sent mais c'est pas ça fait pas de la même manière que chacun, je pense. Mais c'est là où je pense que justement c'est quelque chose qui faut faire. Là où vous faites vigilance, c'est que ça peut être une cocotte minute aussi. Il y a bien plus de monde. Alors, c'est ce que je découvre. Avant de faire la CEC, je croyais qu'il n'y avait que quelques ayatollahs du climat qui allaient suivre. C'est pas le cas du tout. Il y a énormément de personnes qui sont en train d'évoluer à son rythme. Et cette évolution-là, beaucoup de gens ne parlent pas, ne se dévoilent pas. On a les ayatollahs qui parlent beaucoup. On a les donneurs de leçons qui parlent beaucoup. Mais il y a une grosse masse là, de personnes qui est très discret et qui est en train d'évoluer sur ces sujets-là. C'est pour ça qu'il faut être assez vigilant, essayer de sentir un peu cette évolution-là, qui, au risque que ça pète un jour, et ça sera trop tard pour faire évoluer nos entreprises à ce moment-là. Peut-être, Madame Minka, est-ce que dans les ratios, dans les critères que vous regardez à la BDF, largement dans les ratios bancaires, ces questions-là sont sensibles? C'est sensible depuis longtemps dans le cadre justement parce qu'on interrogeait les entreprises sur la gouvernance, on interrogeait les entreprises sur la gouvernance, on interrogeait sur un peu ce qu'on appelle nous extra-financiers. Et ça compte, c'est important de savoir qu'une entreprise justement a mis en place toute une organisation pour la transmission, tout ça c'est essentiel.
Et après, sur tout ce qui est climat, eh bien, on a débuté depuis 2 ans avec un certain nombre d'entreprises de mettre en place ce qu'on appelle un indicateur climat. Et on nous a demandé à nous, Banque de France, d'être, parce que c'est vraiment demandé par beaucoup d'établissements financiers, par beaucoup de... mais on se rend compte que le terrain est extrêmement vaste parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, je pense, il y a ce que vous faites vous, mais le climat, c'est aussi vos fournisseurs, c'est aussi vos clients, c'est tout ça. Et donc là, on travaille avec 500 entreprises cette année, avec un certain nombre d'entreprises sur des secteurs qui sont normalement assez énergivores. Oui, ok. Dans le transport, etc. Ok. Ce que je trouve intéressant aussi, ce que j'observe, c'est que beaucoup de jeunes collaborateurs ne sont pas issus de la Terre. Et vos actions de sensibilisation sur les salines, je trouve ça très intéressant. Et peut-être que les entreprises ont un rôle de sensibiliser les collaborateurs qui sinon pourraient tourner soit dans l'ayatollah. C'est ça. Et je pense que là, il y a un rôle intéressant dans la suite de ce que vous faites avec les salines qui peut peut-être faire sens auprès d'autres entreprises. Parce qu'en effet, à part ce que j'appelle le syndrome des 3 tomates cerises sur le balcon, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que la planète, en fait. Et du coup, le dialogue avec le commercial qui a une grosse BMW qui consomme beaucoup, ou bien celui qui habite dans un village et qui a 1 hectare à entretenir, et celui qui a les 3 tomates cerises sur le balcon à Paris, vraiment c'est compliqué qu'ils puissent se parler à un moment. Et si l'entreprise peut apaiser les relations et repartir sur des choses assez saines, je trouve ça très bien.